Dans l'un des pays les plus pauvres du Sahel, une hausse sèche de 23% de la rétention de capital vient briser la routine des chiffres confortables pour les marchés extérieurs. Ce contraste, minuscule à l'échelle mondiale mais colossal pour une économie aussi fragile, agit comme une secousse silencieuse qui déplace déjà le centre de gravité vers Ouagadougou. Que signifie vraiment cette bascule pour celles et ceux qui observent l'Afrique se réinventer, alors que Ibrahim Traoré impose une présence décisionnelle concrète sur le terrain et réclame que la valeur reste là où elle est produite? Un futur moins lointain qu'on ne le pensait semble soudain à portée de main. La réforme, qui impose l'implantation physique des entreprises au Burkina Faso, ne se résume pas à une contrainte administrative, elle redéfinit les lignes de force d'un pays longtemps privé de maîtrise sur la valeur qu'il générait. Le bénéfice central, une économie qui cesse de laisser s'échapper sa richesse, tient dans une promesse compacte d'une dizaine de mots. Si la valeur reste sur place, l'État peut enfin bâtir ce qu'il n'a jamais pu financer. Mais cette promesse ouvre aussi un champ de risques très concret. Les entreprises doivent absorber des coûts nouveaux, revoir leur gouvernance et accepter une proximité décisionnelle qui les expose davantage aux réalités locales. Les infrastructures, encore fragiles, peuvent se retrouver sous pression, tandis que l'administration doit montrer qu'elle sait convertir la rétention accrue du capital en projets visibles. Ainsi se dessine un enjeu majeur. La réforme peut devenir un levier de stabilisation, mais elle peut tout autant révéler les failles d'un système économique encore en transition. Une question reste suspendue, assez forte pour maintenir l'attention. Cette proximité imposée deviendra-t-elle un socle durable ou un point de rupture? La première révélation nette apparaît lorsqu'on place deux chiffres côte à côte. En quelques mois, la rétention du capital grimpe de 23%, tandis que plus de 3 milliards de dollars issus du secteur minier, cessent de quitter le Burkina Faso. Ce double basculement, discret sur le papier mais massif dans ses effets, signale que la mécanique économique du pays s'est déjà déplacée avant même que ses acteurs n'en mesurent mais pleinement la portée. À partir de ce point, le décor se clarifie. Pendant des décennies, une part décisive de la valeur extraite du Sahel, or, minerais, pétrole, s'évaporait presque aussitôt vers des centres de décision lointains. Les entreprises géraient leurs opérations depuis l'extérieur, limitant leur présence locale à des bureaux symboliques, rarement impliqués dans les réalités administratives ou communautaires du pays. La distance produisait une inertie décisionnelle, retard, méconnaissance du terrain, faible responsabilité sociale, absence d'ancrage durable. La nouvelle loi renverse cette logique. Toute entreprise dépassant le seuil de 5 milliards de FCFA doit désormais établir son siège dans le pays. L'obligation ne vise pas à punir, mais à rééquilibrer un modèle extractif inchangé depuis des décennies. La présence physique n'est plus une option. Elle devient une condition de légitimité économique. Ce glissement modifie chaque maillon de la chaîne. Décision plus rapide, pression diplomatique plus visible, interaction quotidienne impossible à éluder. Dans ce paysage recomposé, la figure d'Ibrahim Traoré apparaît comme un nœud central. En exigeant une responsabilité réelle de la part des multinationales, il redéfinit la manière dont la valeur produite doit circuler et rester liée au territoire qui la génère. La réponse partielle à la question soulevée dans le hook, que signifie cette bascule, commence ici. Si la valeur reste là où elle est produite, c'est la trajectoire nationale entière qui se renégocie. Deux scènes précises permettent d'observer les premiers effets concrets d'un paysage encore en transition. Elles fonctionnent comme des repères tangibles dans une réforme dont les implications dépassent largement la lettre de la loi. D'un côté, les travailleurs des mines, des chantiers et des services techniques voient apparaître des équipes dirigeantes qui,
autrefois, ne se manifestait que par intermittence ou à distance. Cette présence modifie les routines quotidiennes, décisions prises sur place, problèmes techniques résolus plus vite, investissements engagés sans attendre des validations venues de métropoles lointaines. Les entreprises, forcées d'assumer leurs responsabilités directes, ajustent leurs pratiques opérationnelles et répondent à des attentes sociales plus visibles. De l'autre côté, les services périphériques, transport, logistique, commerce local, se transforment progressivement en écosystèmes plus denses. Là où les flux n'étaient que temporaires, l'installation durable des sièges crée une permanence nouvelle. Ateliers qui ouvrent, prestataires qui s'implantent, emplois indirects qui cessent d'être liés uniquement au cycle d'extraction. Cette recomposition reste fragile, mais elle révèle un changement profond dans la manière dont le pays absorbe et redistribue l'activité. Au centre de ces réalités se trouve l'impulsion donnée par Ibrahim Traoré, qui fait de la proximité décisionnelle un principe structurant. Les gestes ordinaires changent, et avec eux la dynamique entre entreprise, institutions et population. Un changement compte lorsqu'il transforme les gestes quotidiens. Tout commence avec une déflagration administrative assumée. La déclaration publique qui fixe une règle nette, dépasser le seuil de 5 milliards de FCFA, implique l'implantation obligatoire du siège au Burkina Faso. La phrase tombe sans détour. Elle agit comme un déclencheur immédiat. Pas de siège local, pas d'activité durable. Les entreprises comprennent que la distance ne peut plus être un modèle de gouvernance acceptable. Ce choc initial redistribue instantanément les marges, rebat les priorités et brise l'inertie de décennies d'extraction contrôlée depuis l'extérieur. Les équipes juridiques s'agitent. Les conseils d'administration convoquent des réunions d'urgence. Les directions financières recalculent leur modèle. La rupture se propage en chaîne. Puis vient la montée vers le point culminant, lorsque les acteurs privés se divisent face à cette nouvelle architecture. Certains menacent de se retirer, arguant d'un manque de flexibilité et d'une hausse de coûts qui pourrait compromettre leurs marges. Ils parlent de surcharge administrative, d'instabilité potentielle, de pression opérationnelle. D'autres, au contraire, y voient une opportunité inattendue, la possibilité d'obtenir une légitimité locale plus solide, de réduire la dépendance à des centres de validation lointains et d'améliorer l'acceptation communautaire. Cette polarisation dévoile un changement fondamental dans le rapport de force. Ouagadougou devient un espace où se jouent désormais des arbitrages majeurs. La voix d'Ibrahim Traoré, perçue d'abord comme disruptive, impose peu à peu une logique structurelle, celle d'une souveraineté opérationnelle fondée sur la présence réelle et la responsabilité directe. À mesure que la confrontation se stabilise, le point culminant se forme. Les multinationales évaluent les scénarios. Certaines hésitent mais restent. D'autres accélèrent leur implantation. Des bureaux se créent. Les chaînes logistiques se réorganisent. Les équipes intermédiaires arrivent sur le terrain. Les décisions cessent de transiter par des métropoles extérieures. Elles se prennent dans des salles de réunion nouvellement installées à Ouagadougou, dans des bureaux encore frais de peinture, au plus près des opérations. La bascule n'est plus théorique, elle devient concrète, visible, mesurable dans le rythme des chantiers et le calendrier des validations. Puis viennent les répliques, ces effets secondaires qui révèlent la profondeur d'un changement en apparence simple. Des infrastructures se renforcent, des routes s'élargissent, les réseaux électriques s'améliorent progressivement. De nouveaux bureaux administratifs s'ouvrent pour accueillir responsables, techniciens et cadres en rotation permanente. Chaque décision prise sur place accélère un engrenage que la distance freinait depuis longtemps.
Les erreurs se détectent plus vite. Les responsabilités deviennent impossibles à éluder. Les entreprises, confrontées directement aux attentes sociales et logistiques, doivent adapter leurs pratiques. Elles découvrent que la proximité réduit les délais, accroît l'efficacité et expose les limites d'un marché extractif resté figé trop longtemps. Ces répliques ne viennent pas sans défi. Le pays manque encore d'ingénieurs spécialisés. La pression sur l'énergie augmente. Certaines routes peinent à absorber le trafic accru. Les capacités administratives doivent évoluer pour suivre le rythme, mais malgré ces contraintes, le système gagne en réactivité. Tout devient plus visible, plus exigeant, plus imbriqué. À ce stade, le mouvement s'impose. Ce n'est plus une loi isolée, mais un tournant institutionnel. Un test grandeur nature de la capacité du pays à absorber un changement de rythme et à consolider une autorité économique longtemps dispersée. La ligne de base est assez claire. Pendant des années, une part décisive de la valeur produite au Burkina Faso quittait presque immédiatement le territoire. La variation récente, une hausse nette de 23% de rétention du capital, marque donc une rupture mesurable dans le flux économique. Ce pourcentage modeste, en apparence, fonctionne comme un indicateur de rebond, révélant qu'une portion croissante de la richesse extraite s'ancre désormais dans l'économie locale. Ce gain crée une respiration budgétaire essentielle pour un État structurellement contraint. Le deuxième chiffre central, les 3 milliards de dollars issus du secteur minier, illustre l'ampleur du levier désormais mieux contrôlé par les autorités. Cette somme constitue la principale source de revenus nationaux et influence directement décisions, infrastructures et services sociaux. Cette manne, retenue localement, accroît la prévisibilité financière nécessaire aux projets publics. Les flux, autrefois automatisés vers l'extérieur, deviennent un outil d'arbitrage interne intégré aux priorités stratégiques que le pays tente enfin de piloter depuis ses propres institutions. Le troisième indicateur, la participation étatique pouvant atteindre 45% dans chaque projet minier, change la gouvernance des ressources. Ce pourcentage n'assure pas un retour immédiat, mais il confère à l'État un rôle actif dans le suivi technique, la supervision réglementaire et la négociation territoriale. Cette implication renforce la visibilité institutionnelle et stabilise les décisions opérationnelles sensibles. L'État n'observe plus les opérations depuis la marge. Il siège désormais au cœur même du mécanisme extractif. Pris ensemble, ces trois indices composent une transition structurelle plutôt qu'un simple ajustement législatif. La rétention accrue de capital améliore mécaniquement la capacité d'investissement public. La maîtrise partielle de la rente minière offre une marge de manœuvre supplémentaire pour programmer routes, réseaux électriques ou services administratifs. La participation institutionnelle renforce l'architecture de gouvernance et consolide la chaîne décisionnelle qui, jusqu'alors, reposait presque entièrement sur des acteurs privés extérieurs. Mais ces progrès s'accompagnent de conditions strictes. Ils exigent une administration capable d'absorber, prioriser et convertir les ressources retenues. Ils requièrent une planification cohérente, capable de relier logistique, énergie, formation professionnelle et supervision technique. Ils imposent également une gouvernance suffisamment robuste pour éviter captation, retard ou inefficience. C'est ici que la présence décisionnelle promue par Ibrahim Traoré joue un rôle charnière. Elle impose une proximité qui rend les erreurs plus visibles, les arbitrages plus rapides et les responsabilités plus difficiles à contourner. Ainsi, la réponse au deuxième fil de curiosité, ouvert dans la dynamique événementielle précédente, apparaît. La réforme ne se limite pas à modifier un flux financier. Elle modifie un système entier en créant des incitations qui poussent institutions, entreprises et communautés à réévaluer leur position, leur
pratique et leur horizon de décision. Les chiffres ne sont pas des symboles. Ils sont la charpente d'un rééquilibrage encore fragile, mais désormais mesurable. Deux lectures solides se dégagent face à la réforme, chacune portée par une logique économique cohérente. La première, défendue par ceux qui soutiennent le nouveau cadre, affirme qu'exiger une présence physique constitue un moyen légitime de récupérer une part plus juste de la valeur créée localement. Selon eux, l'ancrage territorial des sièges renforce la transparence, améliore la participation aux communautés et réintroduit une responsabilité longtemps contournée par la gestion à distance. Il rappelle que les premiers résultats sont mesurables. Plus 23% de rétention du capital, 3 milliards de dollars désormais pilotés depuis le pays, et une participation étatique pouvant atteindre 45% dans les projets miniers. Pour ses partisans, ces trois indicateurs montrent qu'une amélioration structurelle est possible sans rompre les dynamiques d'investissement. La seconde lecture adopte une position plus sceptique. Pour ses défenseurs, l'obligation de s'implanter physiquement pourrait accélérer la fuite de capitaux, décourager des groupes internationaux et accentuer la vulnérabilité d'un pays dont les infrastructures restent fragiles. Ils redoutent les coûts supplémentaires liés à l'installation locale, la pression accrue sur l'énergie, la pénurie d'ingénieurs et le risque de désorganisation logistique. Dans leur perspective, un marché extractif aussi dépendant des décisions extérieures pourrait se retrouver en situation de stress si les entreprises choisissaient la prudence plutôt que l'adaptation. Face à ces deux positions, le terrain offre une réponse intermédiaire, plus nuancée. Certaines entreprises hésitent, mais d'autres adoptent effectivement une présence plus régulière, investissent dans des bureaux, restructurent leur chaîne logistique et contribuent à des services périphériques plus denses. Les infrastructures montrent des signes d'expansion. La formation professionnelle s'élargit. Les emplois indirects se stabilisent. La réforme ne produit ni miracle instantané, ni crise systémique. Elle ouvre plutôt un champ d'expérimentation où stabilité, responsabilité et ajustement structurel avancent simultanément, au rythme d'une gouvernance appelée à devenir plus proche du terrain. Ce tournant apparaît lorsqu'on cesse d'observer la loi comme une simple contrainte administrative et qu'on examine comment elle modifie réellement les comportements. Au départ, la plupart des entreprises percevaient l'obligation d'implanter un siège local comme une intrusion susceptible d'alourdir leurs charges ou de freiner leur agilité. Mais à mesure que les infrastructures se renforcent, que les réseaux se stabilisent et que les équipes dirigeantes s'installent durablement, une réévaluation profonde commence à émerger. La proximité décisionnelle, d'abord perçue comme un coût, devient un atout opérationnel. Les délais se raccourcissent, les frictions diminuent, les relations avec les communautés se normalisent, les arbitrages cessent d'être abstraits, les décisions se prennent au plus près des opérations, ce qui renforce la lisibilité de chaque choix effectué sur le terrain. C'est dans ce moment charnière que s'inscrit l'impulsion mise en avant par Ibrahim Traoré. La présence physique ne symbolise plus une contrainte, mais un mode de fonctionnement capable de stabiliser les partenariats et d'améliorer la compréhension du terrain. Ainsi se ferme le troisième fil de curiosité. Ce déplacement n'est pas un effet collatéral, mais l'amorce d'un cadre où l'efficacité dépend directement du lieu où la décision est prise. Les effets de la réforme ne se déploient pas de manière uniforme. Ils se lisent à travers 4 groupes dont les trajectoires révèlent la profondeur du changement enclenché au Burkina Faso. Le gouvernement met en place des actions pour assurer l'efficacité des ressources. Pour les institutions publiques, la hausse de 23% de rétention du capital et la maîtrise plus directe des revenus miniers créent une marge de manœuvre que le pays n'avait jamais connue. Des projets d'infrastructure
Routes, réseaux électriques, bâtiments administratifs sortent peu à peu de l'état de simple promesse. Mais cette nouvelle puissance est fragile. Elle exige une administration capable de planifier, prioriser et suivre chaque investissement. Une gouvernance visible où les retards deviennent immédiatement apparents remplace un système autrefois diffus. La question n'est plus seulement d'obtenir des ressources, mais de prouver qu'elles peuvent être utilisées efficacement. Les entreprises ajustent leur stratégie pour intégrer de nouvelles pratiques. Pour les multinationales, l'obligation de siège local transforme les modèles établis. La gestion à distance ne suffit plus. Il faut réorganiser la logistique, installer des cadres sur place, réviser les systèmes de décision. Cette contrainte génère des coûts réels, mais elle ouvre aussi une opportunité inattendue. Une implantation durable réduit les frictions, accélère la résolution de problèmes et renforce l'acceptation sociale. Là où certaines entreprises craignent la rigidité, d'autres y voient une stabilisation de leurs opérations. Cette proximité modifie enfin l'équilibre. Les décisions ne viennent plus de métropoles lointaines, mais de bureaux enracinés dans le terrain burkinabé. Les citoyens ressentent des changements tangibles dans leur vie quotidienne. Les populations perçoivent les transformations au plus près. Les chantiers s'intensifient. Les emplois indirects se densifient. Les formations professionnelles deviennent plus accessibles, notamment dans les secteurs techniques liés à l'activité minière et aux services périphériques. Les familles voient apparaître des commerces, des transports et des ateliers qui n'auraient pas existé sans l'implantation durable des sièges. Mais cette dynamique reste inégale. Certaines régions profitent plus rapidement que d'autres. La valeur ne s'échappe plus entièrement, un changement que beaucoup associent directement à l'impulsion donnée par Ibrahim Traoré, qui cherche à lier richesse produite et développement visible. À l'échelle régionale, l'impact de la réforme est suivi avec grand intérêt. Au-delà des frontières, la réforme suscite l'attention. Le Burkina Faso devient un laboratoire institutionnel pour l'Afrique de l'Ouest. Si le modèle fonctionne, d'autres pays riches en ressources pourraient adopter une logique similaire fondée sur la présence réelle et la responsabilité territoriale. Si le modèle échoue, il deviendra un contre-exemple mobilisé pour défendre le maintien d'architectures extractives centralisées ailleurs. Ce qui se joue à Ouagadougou dépasse donc le territoire. C'est une question de doctrine régionale, observée avec prudence et curiosité. Ainsi se révèle le payoff du midpoint. La présence décisionnelle modifie simultanément gouvernance, opération, quotidien social et perception régionale. Trois trajectoires plausibles émergent pour les 6 à 12 prochains mois, chacune dépendant de la manière dont l'État, les entreprises, les citoyens et les partenaires régionaux absorberont la proximité décisionnelle désormais imposée au Burkina Faso. Aucune de ces voies n'offre de certitude. Elles fournissent plutôt un ensemble de repères pour comprendre comment la dynamique en cours peut se prolonger, se consolider ou se fragiliser. Le gouvernement met en place des actions pour assurer l'efficacité des ressources. Si l'État parvient à maintenir la cadence actuelle d'infrastructure, tout en renforçant progressivement sa capacité administrative, alors la réforme continuera de produire des effets tangibles mais graduels. Les investissements resteraient réguliers, les revenus miniers stabilisés, déjà mieux pilotés grâce à la rétention accrue, permettraient de financer des projets planifiés depuis longtemps. Les entreprises, même hésitantes, trouveraient un équilibre entre obligations et avantages opérationnels. Ce scénario ne promet ni envol spectaculaire ni recul majeur. Il correspond à une consolidation méthodique encore exigeante mais fonctionnelle. Les entreprises ajustent leur stratégie pour intégrer de nouvelles pratiques. Si les infrastructures progressent plus rapidement que prévu, énergie plus stable, routes adaptées, logistique renforcée, les entreprises pourraient accélérer leur implantation durable.
De nouveaux bureaux émergeraient, les chantiers s'élargiraient, les services locaux se multiplieraient et la formation professionnelle gagnerait en densité. Dans cette hypothèse, l'expérience burkinabé deviendrait un précédent régional, un modèle fondé sur la présence réelle, la responsabilité économique et la redistribution locale. Le pays ne changerait pas seulement sa trajectoire, il redéfinirait un cadre normatif pour ses voisins. Les citoyens ressentent des changements tangibles dans leur vie quotidienne. Si les tensions structurelles s'accentuent, manque d'ingénieurs, pression énergétique, lenteur administrative, certaines entreprises pourraient réduire leurs engagements ou quitter le pays. Les infrastructures seraient saturées, les bénéfices perçus par les citoyens se concentreraient dans quelques zones et la réforme perdrait son soutien social. Dans cette configuration, les critiques extérieures gagneraient en poids et la trajectoire amorcée risquerait d'être interprétée comme un exemple de contrainte non soutenable. L'impact de la réforme ne se limite pas aux structures économiques. Il traverse les trajectoires individuelles de celles et ceux qui observent ou vivent la transformation. Trois groupes en particulier voient leur quotidien évoluer à mesure que la proximité décisionnelle s'installe comme un nouveau standard dans le fonctionnement des entreprises. Pour celles et ceux qui œuvrent dans les mines, les chantiers ou les services techniques, les effets sont immédiats. Plus d'opportunités, davantage de formation et une réactivité accrue dans la résolution des problèmes. Leur attente principale est simple: que la présence physique des équipes dirigeantes ne soit pas un phénomène transitoire, mais une continuité capable de sécuriser leur progression professionnelle. Ils perçoivent la réforme non comme un cadre abstrait, mais comme une série d'améliorations concrètes qui structurent leur quotidien. L'installation durable des sièges modifie le tissu social. De nouveaux commerces ouvrent, des transports se stabilisent, des ateliers s'implantent. Les bénéfices sont visibles, mais encore inégaux, selon les régions. Pour ce groupe, l'enjeu n'est pas seulement d'accueillir l'activité, mais de s'assurer qu'elle devienne inclusive et qu'elle irrigue durablement les zones moins connectées. Leur regard sur la réforme oscille entre espoir et vigilance. Pour eux, la réforme constitue un laboratoire institutionnel dont les résultats pourraient influencer les politiques futures. Leur préoccupation principale porte sur la gouvernance. Comment garantir que la valeur retenue soit utilisée efficacement, transformée en infrastructure tangible et répartie de manière équitable? Ils scrutent le système, cherchant à comprendre si cette dynamique peut devenir une norme durable. Pour que la proximité décisionnelle devienne un cadre durable plutôt qu'une parenthèse fragile, une série d'étapes concrètes doit être orchestrée avec précision. Le principe directeur, déjà formulé publiquement par Ibrahim Traoré, consiste à veiller à ce que chaque acteur transforme la valeur retenue en résultat visible et mesurable. La question ouverte dans la partie précédente trouve ici un début de réponse. Comment rendre cette proximité soutenable? Qui? L'État pulse entreprise implantée. Action: établir un calendrier trimestriel pour l'énergie, les routes, la logistique. Quand? Dès le premier cycle budgétaire. Mesure: délai de livraison, disponibilité énergétique, taux de maintenance. Qui? Ministère concerné, plus firme du secteur. Action: ouvrir ou étendre des centres techniques. Quand? Dans les 6 à 9 mois. Mesure: taux d'insertion professionnelle et compétences certifiées. Qui? Institution publique plus observateur indépendant. Action: publier régulièrement audits et rapports d'avancement. Mesure:
Conformité budgétaire, qualité des projets, respect des échéances. Qui? Administration, plus direction locale des multinationales. Action. Simplifier les procédures d'autorisation et accélérer l'instruction. Mesure. Temps moyen de traitement. Volume d'investissement renouvelé. Qui? Dirigeants implantés sur place. Action. Tenir réunion stratégique régulière au Burkina Faso. Mesure. Réactivité opérationnelle, cohérence des décisions avec la réalité du terrain. Ainsi se dessine une feuille de route capable de transformer l'élan actuel en architecture durable, dans laquelle la proximité cesse d'être une contrainte pour devenir une méthode d'action. Au moment de refermer ce parcours, une image issue des premières scènes revient au premier plan, celle des travailleurs des mines et des chantiers observant l'arrivée régulière des équipes dirigeantes, autrefois lointaines. Ce motif, esquissé plus tôt, prend ici toute sa portée. Il incarne la transformation la plus discrète, mais aussi la plus durable. Les décisions ne planent plus au-dessus du pays, elles s'ancrent dans des gestes quotidiens. Dans ce récit, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un symbole isolé, mais comme un point d'appui qui déplace le cadre mental. En réorientant la présence décisionnelle vers le terrain, il permet à un pays longtemps relégué à la marge de revendiquer une place plus affirmée dans la chaîne de valeur. Les entreprises partagent désormais des espaces de décision autrefois externalisés. Les citoyens, eux, voient leur réalité influencer plus directement les orientations prises. Cette dynamique ne tient pas seulement à une réforme, mais au mouvement collectif qu'elle déclenche. Une souveraineté naît quand un pays assume sa voix. À ce stade, l'histoire ne se résume plus à des pourcentages, à des réformes ou à des décisions administratives. Elle devient une invitation plus large à repenser la manière dont un pays, et ceux qui l'observent, conçoit sa place dans l'économie globale. Les, ch- les chantiers, les bureaux et les réseaux qui s'installent composent un paysage où la présence réelle n'est plus une option, mais une responsabilité partagée. Cette dynamique, encore jeune, interroge autant qu'elle inspire. Elle pousse chacun à imaginer un modèle où la valeur produite ne s'éloigne plus systématiquement du terrain qui l'a fait naître. Pour les citoyens, pour les observateurs et pour les entreprises, le moment est propice à un dialogue plus attentif, plus ancré, plus ouvert. Une croissance durable ne se décrète pas. Elle se construit dans la durée, par des engagements visibles et des gestes répétés. Reste alors une question, simple mais essentielle. Quel modèle de présence et de responsabilité sommes-nous prêts à encourager pour l'avenir?